Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors dans notre émission aujourd'hui, nous avons plusieurs invités que je vais vous présenter par la suite et je vais vous dire d'abord de quoi nous allons parler. Alors nous allons parler dans cette émission du service national universel qui est devenu presque un totem de Macron, comme sa retraite, comme sa réforme des retraites, hein, c'est un vrai totem. Et puis nous parlerons aussi du dernier, enfin pas du dernier peut-être, mais enfin si peut-être, du dernier numéro de Les Utopiques qui est paru en hiver 2022 et qui a pour titre « Guerre, paix, impérialisme, désarmement, des questions syndicales ». Alors, vous pensez bien que nous, à l'Union pacifiste, dès qu'on a vu ce titre, on était très contents et on s'est dit absolument, il faut en parler. Et nous avons la chance, justement, d'avoir avec nous Christian Mailleux, qui est, donc, on va se présenter tout à l'heure, Julien Delohen et Dominique Gousseau. Alors, bonjour Dominique. Bonjour Bernard. Bonjour Julien. Bonjour. Et bonjour Christian. Bonjour. Bon, alors on démarre peut-être avec le plus jeune, donc qu'est-ce que vous en pensez avec Julien? Alors Julien est avec nous aujourd'hui, c'est un ancien porte-parole de l'Union nationale lycéenne, c'est ça? C'est ça. Et puis là, vous avez déjà remporté des succès lorsque vous êtes opposé au service national universel. C'est ça. Tout à fait. Bon, évidemment, le projet macronien par excellence pour sa vision de la jeunesse qui était le SNU déjà dès son premier mandat, bon, eh bien, évidemment, elle a reçu quelques coups de butoir sous la mobilisation d'un arc, d'ailleurs très important, qui va des associations de jeunesse, évidemment, mais jusqu'aux syndicats, en passant également par les associations d'éducation populaire. Donc la mobilisation recoupait tout un pan des acteurs de la lutte en général contre ce projet. C'est ce qui a permis justement de ne pas le voir aboutir tout de suite et de mettre quelques bâtons dans les roues, alors que au départ ce projet justement visait à englober tous les jeunes, donc
alors que là, on a eu à faire un processus beaucoup plus long et diffus, et dont on n'a d'ailleurs aujourd'hui pas encore tous les éléments, parce que le président de la République, lors de ses vœux aux armées, n'a d'ailleurs pas fait mention expressément de ce qu'il attendait encore du SNU. Donc chaque minute gagnée, j'ai envie de dire, est favorable à l'organisation de la mobilisation, et donc on va faire en sorte qu'il retire son projet, et d'ailleurs comme celui des retraites très bientôt. Ah ben oui, on est en pleine lutte là. C'est ça. Alors, Julien de Lorraine, en définitive, vous avez été parmi les premiers à démarrer, disons, dès l'annonce du service national universel. Qu'est-ce qui vous a fait réagir tout de suite dans ce projet ? Beaucoup de choses. Évidemment, l'intitulé qui n'est pas sans rappeler le service militaire tout court, déjà, donc qui est une proposition à laquelle nous sommes évidemment opposés, et qui a été tout de suite interprétée comme une régression, en fait, une régression vis-à-vis d'un certain nombre de droits que nous avions acquis, et parmi lequel ne pas défiler sous les drapeaux dans les meilleures années de notre jeunesse. Et donc, évidemment, ensuite, le projet, avec son caractère obligatoire contraignant, qui apparaissait dès le départ, eh bien, évidemment, était un autre catalyseur de cette mobilisation. Et donc, la coercition et l'aspect proprement militariste de ce projet, eh bien, c'est les deux causes majeures de cette mobilisation qui a commencé très très tôt vis-à-vis de ce projet. Alors, Julien de Lorraine, vous étiez lycéen, bien sûr, à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Je suis étudiant en sciences politiques à la Sorbonne, et je suis aussi donc collaborateur parlementaire d'un député LFI de Paris, Rodrigo Arenas. Alors, Rodrigo Arenas, on va en reparler parce qu'il nous aide justement contre le service national universel, et nous avions fait une émission avec lui le 22 décembre, justement autour de son livre aussi qui est intéressant, qui s'appelle « Dessine-moi un avenir ». Alors, je vais m'adresser ensuite peut-être à Christian Mailleux. Christian Mailleux, bon, vous le connaissez puisqu'il anime l'émission sur les syndicats. Vous savez qu'il est un cheminot retraité, qu'il est membre, enfin, il est toujours peut-être, il va nous le dire, membre de Sudrail. Et puis, aussi, ce qui est important, c'est qu'il s'occupe des éditions Sileps. Il est rédacteur de la revue Les Utopiques. Il est cofondateur aussi avec nous du collectif Non-SNU et en même temps d'un appel qui s'appelle « Nous soutenons les réfractaires à l'armée russe ». Bon, il s'occupe aussi de Cerise, la coopérative, de Révolution prolétarienne. Enfin bon, je m'arrête, Christian. Oui. Alors, on s'occupe, c'est bien connu, à la retraite, il faut s'occuper. Alors, justement, Christian, toi aussi, tu as réagi quand on a été à l'Union pacifiste, avec la libre pensée. On va en reparler tout à l'heure avec justement Dominique Gousseau. Mais on a été les premiers à lancer cette opération du collectif. Alors, qu'est-ce qui t'a fait venir, toi, tout de suite, dès qu'on a parlé de ce collectif ? On n'avait même pas l'idée du collectif au départ. On s'était dit, on va se réunir, on va voir ce qu'on peut faire. Oui, c'est à partir de cette réunion qu'on s'est dit qu'on pouvait tenter d'organiser un collectif national avec associations, organisations syndicales, organisations politiques, etc. Mais qu'est-ce qui m'a amené là ? En fait, la réponse, elle est double, parce que, à titre perso, il y a mon histoire, parce que pour aller vite... je suis de la génération qui s'est formée politiquement à partir de la contestation de la loi Debré 73, la remise en cause des sursis militaires, etc., qui a rapidement, pour un certain nombre, amené à un engagement, y compris, notamment sur la question de la militarisation, et donc un engagement antimilitariste. Donc j'ai été objecteur de conscience insoumis, etc. Donc service national, ça fait, comme tu le disais, ça fait tilt. D'autant que le service militaire était une forme du service national, c'était le nom officiel du service national, donc c'est effectivement ça fait tilt. Mais au-delà de ça, parce que ma petite histoire perso a peu d'importance, c'est y compris au niveau syndical, puisque si j'étais là, c'était aussi pour l'Union syndicale solidaire, donc c'est parce que nous, comme d'autres, au niveau syndical, on pense que cette affaire-là nous concerne
J'allais dire le plus facile, évidemment, nous concerne. En tant que salarié, on aura l'occasion d'y revenir sur le fait que ça peut amener à la remise en cause de droits, effectivement, qui sont encore les droits de salariés dans les boîtes, en utilisant de la main-d'œuvre qui est même plus bon marché, là, qui est gratuite, mais aussi parce que les jeunes en formation, donc en l'occurrence, vu la classe d'âge qui est visée, c'est lycéens, lycéennes, le syndicalisme, il leur est ouvert aussi, quoi, sous des formes, alors effectivement diverses, en tant qu'organisation affiliée à une confédération, même s'il y en a très très peu, sous forme d'organisation spécifique comme ça c'est fait. Ça, je pense que là-dessus, voilà, la vie est telle qu'elle est aujourd'hui. Il s'agit pas de discuter de ça, mais en tout cas, c'est pour nous, comme toutes les questions en fait de la vie tout court, c'est des questions syndicales aussi, parce que le syndical, c'est pas simplement la vie dans les quatre murs du bureau où on travaille. Quand on travaille, puisque par ailleurs, justement, le syndicat, ça s'adresse aussi à celles et ceux qui ne travaillent pas, les retraités évidemment, mais notamment les chômeurs et les chômeuses, quoi, aussi. Alors, Christian Mailleux, je crois qu'il faut peut-être rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs, le service national universel, ça concerne les personnes, enfin les jeunes, dès l'âge de 16 ans. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore mineurs, et que, bien sûr, on est d'autant plus attentif qu'ils sont, à ce moment-là, on peut mieux les manipuler. Donc, quand ils sont pris dans cet enfer. Alors, Dominique Gousseau, maintenant, de la Libre Pensée, venu avec nous ce soir. Dominique Gousseau, moi, je le connais depuis quelque temps dans notre collectif NOSNU, mais j'ai vu que il a écrit de nombreux livres. Et notamment, le premier que j'ai vu, c'est « Le fil rouge de la pensée libre », conférence d'un libre penseur. Alors, Dominique Gousseau, vous êtes libre penseur depuis longtemps, me semble-t-il ? Alors, je suis libre penseur depuis 30 ans maintenant. J'ai eu un engagement politique bien antérieur. Donc, comment l'engagement politique député Ah non, militant d'une organisation politique. J'ai jamais eu de responsabilité élective, pas du tout. Et la libre pensée, traditionnellement, est pacifiste, antimilitariste même. Et donc, c'est un terrain sur lequel on agit. Notamment depuis une trentaine d'années aussi, on se bat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14, dont une proposition de loi les réhabilitant vient en discussion au Sénat en deuxième lecture, donc le 2 février. Alors je ne sais pas comment ça se passera, mais on espère qu'elle sera votée définitivement et qu'il n'y aura pas de retour à l'Assemblée nationale. Rappelons un peu combien il y en avait justement de fusillés. Alors 639. Voilà, c'est ça. Qui ont été, alors que ce soit parfaitement clair, c'est un chiffre qui a été fixé par le gouvernement lui-même, on n'a pas, et qui exclut les soldats poursuivis pour des faits de droit commun ou pour intelligence avec l'ennemi, etc. Ce sont des soldats qui, à titre individuel, à un moment, ont désobéi et qui sont passés devant des conseils de guerre spéciaux et qui ont été fusillés au mépris de toutes les règles de droit élémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'appel ou de cassation. Et le droit de grâce du président de la République a été même suspendu pendant toute cette période qui a duré jusqu'en avril 1916, pardon. Et voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il y a eu quelques fusillés qui ont été réhabilités, mais au coup par coup, il y en a très peu, et que là, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient tous réhabilités ensemble. Alors, effectivement, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu une loi qui avait créé une cour spéciale qui reprenait les dossiers et 45 soldats avaient été réhabilités
par cette cour, mais l'essentiel des victimes n'avait pas été pris en compte. Donc il y a un aspect, bien sûr, de défense des principes de la justice, mais il y a aussi la volonté de mettre en évidence que la guerre est terrible pour les peuples et que ceux qui la refusent sont souvent très maltraités par les gouvernements, quels qu'ils soient. Voilà. Alors Dominique Gousseau, je vois que vous avez écrit aussi un autre livre qui s'appelle, vous avez participé à un autre livre qui s'appelle Petite histoire de la Première Internationale, à la rencontre de Karl Marx et de Michel Bakounine. Alors Michel Bakounine, pour nous, ça dit quelque chose, les anards. Absolument, on a publié ce livre pour, rouvrir le débat entre Marx et Bakounine, parce que il y a une idée reçue selon laquelle ils étaient entièrement opposés, ce qui est faux. Sur bien des plans, Bakounine et Marx étaient d'accord. La question, c'est la question de l'organisation politique pour faire avancer, disons, la révolution, grosso modo. Et donc, on a relancé ce débat. Notre secrétaire général vient de publier un autre ouvrage, Compagnons et camarades, je crois, c'est le titre. Christian Echen. Voilà, Christian Echen, et qui ouvre ou poursuit le débat entre les marxistes, moi je suis plutôt dans ce camp-là, et les libertaires. Voilà, et donc c'est tout à fait positif de notre point de vue, puisque toutes les bonnes volontés sont utiles pour avancer. Et nous avons parlé de ce livre dans un des numéros de l'Union pacifiste dernièrement. Voilà, on l'a présenté, on l'a lu, c'était très intéressant. Alors, il va falloir qu'on reparle encore de ce service national universel, dont nous a annoncé la généralisation et peut-être même l'obligation. Il paraît que, d'après ce qui court, ce qu'on entend dire, c'est que l'expérimentation serait faite d'abord sur 6 départements. Alors bien sûr, on choisira les départements où il y a le plus de militaires. Il y en a déjà un qui se porte volontaire, qui est le département du Var. Et puis, effectivement, comme le disait Julien tout à l'heure, Macron nous avait annoncé qu'il allait en parler. Finalement, il n'en parle pas pour l'instant. Je crois qu'il est un peu occupé par les retraites, d'après ce que je comprends. Et puis, donc, pour rappeler un peu ce qui était prévu pour cette année, en 2023, il s'agissait de recruter à peu près plus de 60 000 volontaires, 64 000. Alors, le budget, bien sûr, avait été augmenté d'une trentaine de millions, mais on sait bien que de toute façon, ce budget, c'est un budget minimal, parce qu'il y en a... Et nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait quand même toujours un renforcement de la militarisation de ce service national universel. D'abord, parce que Madame Sarah Lahiri, qui était chargée justement du SNU, était rattachée d'abord à l'éducation nationale et maintenant elle est rattachée aussi au ministère des Armées, ce qui lui permet de voyager un peu plus parce qu'en général on voyage pas mal avec le ministère des Armées. Alors le 9 novembre 2022, justement, c'est sur le porte-avions Charles de Gaulle, lorsqu'il présentait sa revue nationale stratégique, que Macron a terminé son propos en disant « Ce sont les forces morales de la nation qu'il faut encourager. Je compte beaucoup sur les développements de la réserve opérationnelle, sur le service civique et sur notre grand projet, le service national universel. » Alors, bien sûr, tout de suite, il les rectifie. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais bien de renforcer l'esprit de résilience, la force morale, et de faire converger ces forces vives militaires comme civiles pour la défense de notre souveraineté. Alors là, bien sûr, on sent que la guerre d'Ukraine joue un rôle. Et là-dessus, bien sûr, Christian Mailleux a réagi tout de suite. Je crois qu'on a fait un communiqué pour le collectif Non-SNU au sujet de la résilience et de la force morale. Je crois que ça t'a inspiré, Christian. Oui, on a fait un communiqué du collectif Non-SNU en repartant de ce que tu as cité, c'est-à-dire que placer la question sur le terrain moral et mettre
en réponse à ça, sur la question morale, l'armée, les militaires, bon, ça paraît, pour le dire gentiment, un non-sens. En fait, ça va au-delà évidemment du non-sens. C'est évidemment une volonté délibérée et un choix politique de considérer que ce qui devrait être la morale dans la société, c'est en fait ce qui existe à travers l'armée, la militarisation, etc., etc. Et franchement, ça renvoie encore une fois à cette question de similitude, service national universel, service militaire, militarisation, etc., etc. Et on voit qu'on avance quand même beaucoup dans cette voie-là, contrairement y compris au discours du début, sur le fait que, y compris ça a été dit d'ailleurs explicitement, je crois au début, non, c'est surtout pas le retour du service militaire, etc. Bon voilà. D'ailleurs le fait que le gouvernement et les promoteurs du SNU soient empressés dès le début de dire non, c'est surtout pas... voilà, ça veut bien dire qu'ils savaient qu'il y aurait une réponse sur ce terrain-là. Mais voilà, oui, évidemment, dire que la morale, elle doit être dictée par l'armée, par les militaires. Je pense que voilà, on peut pas laisser passer ça dans le camp progressiste, pour le dire comme ça, encore une fois, avec des termes qui sont un peu généraux, mais je pense que ça dépasse la question d'une organisation syndicale, associative ou politique. C'est pas possible de laisser dire ça. Juste comme tu parlais du nombre, enfin de la question des volontaires, juste peut-être quand même insister sur une indication, c'est que sur toutes les dernières années, là, le gouvernement à chaque fois se fixait lui-même un objectif, mais qui rendait public, d'un nombre de volontaires toujours en augmentation. Ce qu'on a quand même constaté, c'est que année après année, en fait, il a même pas réussi à obtenir ce nombre de volontaires, quoi. On n'en tire pas de conclusions hâtives parce que justement il s'agit que de volontariat et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est aussi j'allais dire une des difficultés qu'on a, mais tant mieux en même temps, mais c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans la mobilisation contre les SNU, c'est que dans la mesure où ils ne visent évidemment que les volontaires, bon, les jeunes de 15 à 17 ans qui sont contre, aujourd'hui, bah voilà, ils sont contre et ils y vont pas. Donc, on est dans une situation évidemment qui est différente de celle qu'on pouvait connaître dans le temps par rapport au service militaire. Et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut le rendre obligatoire pour qu'on puisse enfin avoir une mobilisation plus grosse contre le SNU. Bien évidemment, si on peut éviter cette étape-là, c'est encore mieux. Mais de toute façon, la vraie solution, c'est d'abandonner ce service national universel. Alors Christian Mahieu, merci. Et je vais m'adresser là à ce moment-là à Julien Deloën, parce que Julien Deloën, comment il a su que ce service militaire, ce service national universel existait quand il était encore, il y a très peu de temps, lycéen, et comment, justement, quand il entend Monsieur Macron nous dire que la résilience, la force morale, on n'a pas assez de force morale, que les jeunes n'ont pas assez de force morale, et qu'il va falloir tous se mobiliser. Mais déjà, il y a quelque chose dans cette citation-là que tu as dit, Bernard, il ressort quelque chose, c'est-à-dire une grande confusion. Une grande confusion parce que il cite par exemple le service civique. Pourquoi parler de service civique qui n'a strictement rien à voir avec le SNU, avec l'armée? Enfin, on peut faire un service civique, certes, dans le ministère de la Défense ou que sais-je, mais là encore, en fait, le projet macronien n'est pas cadré, et ce qui fait quelque chose de très étrange et de très bizarre, et ce qui expose à des solutions qui leur apparaissent comme vraiment très éloignées de la société. Ensuite, sur ta question de comment est-ce que, évidemment, moi j'étais la première génération, celle qui ouvrait justement ce projet à un nombre relativement réduit de volontaires. Et ce que tu disais par rapport aux jeunes volontaires, justement, on avait cette difficulté-là. Nous, évidemment, en tant qu'organisation de jeunesse, attachée à une volonté d'indépendance, d'émancipation des jeunes, ce qui est des messages pour nous qui sont importants. Eh bien, on avait régulièrement quand même des messages de jeunes qui nous disaient, écoutez, c'est un dispositif qui s'ouvre pour nous, si on veut le faire, pourquoi pas? Mais par contre, ces mêmes personnes qui nous disaient qu'ils pouvaient être volontaires, dès qu'on leur disait non mais c'est la voie à l'obligation, à la coercition, eh bien là, tout de suite, on ressentait une opposition ferme au projet. Pourquoi? Parce que les jeunes souhaitent
certains souhaitent s'engager dans la réserve nationale, dans la gendarmerie, parce qu'ils ont eux-mêmes des parents, parmi des pompiers aussi, les sapeurs-pompiers. Beaucoup de jeunes qui étaient justement des enfants de ces agents-là de l'État avaient tendance à être plutôt favorables au projet. Mais dès lors que ça s'ouvrait à des personnes qui ne le voulaient pas, on rencontrait une opposition unanime. Et c'est un des ferments d'une mobilisation prochaine, à mon avis, de grande envergure contre l'extension et la coercition pour ce projet gouvernemental. Alors, Julien Deloën, j'espère qu'effectivement, tu as raison. Il ne faut pas qu'il devienne obligatoire. On fera tout pour qu'il ne le devienne pas. Et puis, d'autant plus que Macron, il en a remis une couche le 20 janvier 2023, quand il a présenté ses vœux aux forces armées à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Donc, il le présente toujours. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le décor. Il y a un bel avion derrière, il y a un tank à côté. Enfin, et puis, il se déguise. Voilà. Il se déguise aussi. Il a une passion pour le déguisement. Donc, Voilà, donc c'est la mise en scène militaire est bien faite. Mais enfin, là, c'est normal. C'était chez les militaires. Et alors, il a annoncé, bien sûr, une augmentation du budget des armées. Celui-ci, bon, dit-il, atteindra 413 milliards. Alors, quand on sait qu'il manque quelques milliards pour la retraite, là, mais il aura là 413 milliards, c'est-à-dire que c'est pratiquement un tiers du budget qui existait avant. Donc, on arrive presque dans une économie de guerre, là. Et que pour accroître, alors toujours l'histoire de la résilience, il annonce qu'il faudra aussi doubler la réserve opérationnelle de l'armée, alors cette fameuse réserve, ce qui permettra, dit-il, de renforcer notre armée d'actifs et la montée en puissance d'unités nouvelles de réservistes. Et alors c'est là que ça va toucher maintenant le SNU. À cet égard, le service national universel nous permettra de disposer d'une jeunesse parée à tous les périls. C'est-à-dire alors il va falloir les entraîner pour qu'ils soient parés à tous les périls. Qu'est-ce qu'en pense Dominique Gousseau, là, de cette jeunesse parée à tous les périls? Parce que peut-être Dominique Gousseau a été peut-être obligé de faire son service militaire, lui. J'ai fait mon service militaire. On m'avait proposé de devenir officier de réserve, j'ai refusé. Sous-officier, j'ai refusé. Donc, bon, je me suis retrouvé un peu loin de chez moi, en Bretagne, mais bon, j'ai passé quelques mois là-bas. Mais là n'est pas la question. Nous, on a sorti une petite brochure il y a quelques années, on a une série de petites brochures qui s'appelle Arguments sur le SNU quand on a commencé à en parler. Et nous, ce qui nous a frappé, c'est que c'est un projet à la fois militariste, mais aussi plus largement d'embrigadement de la jeunesse. Et d'ailleurs, on avait osé comparer ça au chantier de jeunesse du régime de Vichy. Et effectivement, dans le contexte de guerre aux portes de l'Europe, le président de la République franchit, me semble-t-il, un pas dans le sens... au fond, on sent bien d'une conscription de la jeunesse éventuelle en cas de conflit. Ça, c'est ce qui ressort, en tout cas, de ce qu'il a dit. On peut l'interpréter comme ça, en tout cas, ce qu'il a dit à Mont-de-Marsan. Cela dit, en même temps, si je puis dire, le projet est plus flou qu'il n'était. Puisque, pour ce qui concerne... alors, l'idée d'imposer ce service national à l'ensemble d'une classe d'âge, ça demeure. Mais il semblerait que sur la mission d'intérêt général, on ne sait plus trop si ce sera obligatoire ou facultatif. En revanche, ce qui sera obligatoire, c'est le stage de cohésion. Voilà. En vue d'un troisième étape, d'un éventuel engagement. Et déjà, on voit bien que ça fonctionne, puisque la gendarmerie, mais après ce seront d'autres armes, fait son marché, si je puis dire, parmi les jeunes qui font le SNU. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est de mobiliser une classe d'âge à la fois pour l'embrigader et, le cas échéant, pour l'envoyer sur les terrains d'opération si jamais ça doit se produire. Précisons en plus que c'est un système qui coûtera en année pleine 1,5 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien,
prélevé non pas sur le budget des armées, mais sur celui de l'éducation nationale, puisque c'est présenté comme étant un projet commun armée-éducation. On ne voit pas bien comment l'éducation peut, comment dirais-je, être compatible avec le militarisme. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Voilà, donc je pense que... mais Dominique Gousseau, je crois qu'effectivement, à la libre pensée... Oui, je termine. Oui. Ce qui fait que actuellement, alors bien sûr, il y a l'affaire des retraites, mais il le savait, puisqu'il avait déjà repoussé au 10 janvier l'annonce sur la réforme des retraites, qui n'est pas totalement stabilisée d'ailleurs. Mais il a repoussé là les annonces sur le SNU parce que d'abord ça ferait peut-être beaucoup et peut-être aussi que leur projet n'est plus aussi clair qu'il ne l'était au départ, me semble-t-il, mais c'est un avis personnel. Alors, merci Dominique Gousseau. La libre pensée était engagée dès le départ avec le collectif Nos-Nu et puis on va faire une petite pause maintenant musicale avec le rappeur Rossé. Le rappeur Rossé, j'ai choisi, d'ailleurs on va l'entendre un peu dans cette émission, parce qu'il est le fils d'Adolfo Kaminski. Alors Adolfo Kaminski, c'est un faussaire de haut niveau qui est décédé le 3 janvier 2023 à 97 ans. Alors c'est un monsieur qui était né en Argentine, réfugié en France. Adolfo Kaminski devient un spécialiste des faux papiers et justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a sauvé énormément, plusieurs milliers, on dit, de jeunes juifs. Mais par la suite, il a continué à faire des faux papiers en grande quantité, notamment pour les indépendantistes algériens, les résistants antifascistes espagnols, les opposants à la dictature portugaise et même les soldats américains réservistes qui ne voulaient pas aller à la guerre du Vietnam. Alors, son métier, enfin, il avait quand même un métier, parce que ça c'était secret bien sûr, il avait un métier, il était photographe d'art. Et justement, il y a un article qui est très intéressant qui a été publié par Radio Zinzine dans le numéro du 12 janvier 2023, où là on raconte alors en détail la vie de Adolfo Kaminski, grand faussaire. Et nous en avions nous aussi un ami faussaire qui lui avait fait des faux traveller chèques et qui a réussi à mettre à mal, justement, et qui s'appelait Lucio. Alors lui, malheureusement, il est décédé, mais nous avons encore des films sur lui, et il était maçon. Donc, il avait aussi son métier, et en même temps, grand faussaire. Bon, alors on va écouter peut-être le premier morceau de Rossé. J'ai la Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent, les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, eux-mêmes tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultes intenses, embellissent et chantent la France. Mon père a combattu Vichy et collaboration. Expert en faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance. Pas français, pas de récompense, pas de problème, ils sauvent la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chantez, chantez, chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chantez, chantez, chante la France. La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire. La langue de Kateb Yassine dépassant celle de Molière. Installant dans les chaumières des mots révolutionnaires, enrichissant une langue chère à nombreux d'années de la terre. L'avancée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dans la fronde a embelli l'existence. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Nos pays lointains sont loin mais fiers comme une mère. Patrie voyant son enfant parti mais qui jamais ne l'oublie. Qui défie l'intégration si d'amnésie
qu'il s'agit. Rentre dans la patrie si c'est pour en être grandi. Moi j'ai des pays cassés, ce ne sont pas des prothèses. Liées par parenté, je ne peux les mettre entre parenthèses. Et personne n'a à me dire le pied sur lequel je danse, qu'elle m'accepte comme être multiple et je chanterai la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Pays jalousé par tant d'autres grâce à sa riche histoire. Mais à user le passé, on récolte respect trop mince. Alors on duplique la grande Amérique et sa victoire. Et à force de copier, on ne ressemble qu'à sa province. Et les ghettos s'agrandissent, s'appauvrissent, c'est romantique. Personne n'avait besoin de ça, la pauvreté à outrance. Quelle différence entre nous et le bougre outre-Atlantique. Allez savoir pourquoi c'est plus dur de chanter la France. Je n'irai pas en guerre, je n'ai pas de terre comme fierté. Je n'ai pas de terroir mais des hectares de citoyenneté qui peuvent aussi se défendre à main armée. À force d'être intégré, on finira oncle incarné. Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité. Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance. Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer. Car c'est de ces échymoses que peut se construire la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien Deloën, de Dominique Gousseau et de Christian Mailleux. Nous avons un plateau aujourd'hui exceptionnel. Hein. Bon. Alors, et nous parlons du service national universel. Alors, ce service national universel, qui n'est certainement pas terminé, parce que Mme Sarah El Haïry, justement, a multiplié la propagande dans les lycées. Alors, elle est allée notamment au mois de décembre en Suisse, dans un lycée français, où là, justement, le journal Le Temps a titré « Le service civil suisse est une source d'inspiration pour la France ». Alors, quand on connaît un peu ce que ça représente, le service civil suisse, c'est-à-dire que là-bas, le service militaire est obligatoire, garçons et filles, ou peut-être que les garçons, je ne sais pas. Mais enfin, il y a des périodes, au bout de certaines années, il faut entretenir tout ça. Et puis, il y a aussi un collectif qui s'appelle « Pour une Suisse sans armée » qui demande régulièrement des référendums depuis de très nombreuses années. Et en général, ces référendums sont toujours repoussés. Ce qui veut dire que les Suisses, ils sont très bien armés. Alors, elle s'en défend d'ailleurs quand on lui dit « mais vous allez remettre ça en France ». Elle dit « non, l'objectif du SNU n'est pas de militariser la jeunesse », alors toujours le même refrain. Il n'y a aucun maniement d'armes et quant au drapeau, à l'hymne national et à la discipline, nous préférons parler de culture de la défense et de culture du patriotisme. Alors j'ai l'impression que ça veut dire à peu près la même chose. Bon, alors bien sûr qu'elle est presque 2 fois par semaine. Elle est allée à Concarneau, elle est allée à Périgueux, en Dordogne, dans les Pyrénées-Orientales, à Briançon. Et là, elle mobilise bien sûr les préfectures, les enseignants, la jeunesse et sport, enfin tout ça. Et puis, alors dernièrement, ce que j'ai vu aujourd'hui qui est très intéressant, c'est qu'elle a même fait, enfin c'est pas elle là, hein, c'est quand même un professeur qui a fait sa pub en Alsace, auprès de 180 élèves à Phalsbourg, dans la chapelle de l'établissement Saint-Antoine. Donc là, on voit... Alors là, ça doit intéresser la libre pensée, Dominique Gousseau. Pour la première fois, on fait la pub du SNU dans la chapelle. Alors, c'est effectivement tout à fait étonnant. Nous, on est favorable à la fin du concordat d'Alsace-Moselle, à l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle. Donc, c'est vrai que faire la publicité pour le SNU dans une chapelle en Alsace, c'est très symbolique. Mais souvenons-nous que des stages de cohésion ont eu lieu dans des établissements catholiques les années précédentes, notamment dans l'Ouest, je crois.
Donc il y a une sorte d'alliance du sabre et du goupillon, même pour le SNU. Alors, il y a quand même des oppositions qui existent à ce SNU, il ne faut pas les oublier. Alors, on reparle des jeunes, Julien Delohen, qui a été le porte-parole donc de l'Union nationale lycéenne, et qui disait justement dans ce que vous avez écrit ensemble avec d'autres organisations, rappelons que les principes formes d'engagement militaire comme la garde nationale ou civile, que le service civique et le bénévolat associatif ne s'appuient pas sur un principe d'obligation. Nous refusons de penser un dispositif d'engagement pour la jeunesse comme un devoir, un service que les jeunes auraient à rendre à la nation et ou à la patrie, et dans le but d'obtenir un statut de, entre guillemets, bon citoyen. Alors c'est ce problème de bon citoyen qu'on va mettre justement dans le séjour de cohésion, et ceux qui ne l'auront pas fait n'auront pas le droit de passer le bac, le permis de conduire, rentrer dans l'administration, etc. etc. Donc ça c'est quand même important. Alors Julien Delohen, tu maintiens toujours cette prise de position, là, si on peut dire. Tout est dit, mais ce qui est important, et même dans la suite de la mobilisation, évidemment, ce dont tu faisais référence, c'est-à-dire l'impossibilité, si jamais on ne fait pas son SNU, dans une hypothétique obligation, de ne pas pouvoir passer ses diplômes, etc., c'est une contrainte très forte qui s'appuie sur les jeunes, et donc ça correspond à la journée défense. C'est ça correspond à la journée défense qui elle-même aussi aujourd'hui, etc. Mais il y a une différence de fond entre la journée défense et le SNU, et cette différence, les jeunes sont bien capables de le ressentir. Même moi, ma journée défense, je peux vous dire qu'un jour c'était déjà long, alors que là, les séjours divers et variés de 16 à 18 ans qu'on nous promet, ça va être encore plus long. Mais ce qui me semble aussi intéressant, c'est on dit depuis le début de cette émission qu'elle va toucher la jeunesse. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que même à l'époque du service militaire, du service national, une certaine partie de la jeunesse l'évitait par le privilège de ne pas de pouvoir bénéficier d'exemptions, etc. Et on le voit aussi lors du déploiement progressif de cette mesure. On tape évidemment sur les jeunes des territoires populaires. On tape sur les jeunes ruraux qui, on estime, ne seront pas capables de se mobiliser suffisamment fort contre ce projet. Et je pense aussi que, justement, pointer l'inégalité flagrante qu'il y a dans le développement de ce dispositif-là, c'est aussi un des moyens de lancer une grande mobilisation. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, à mon avis. Julien Delohen, tu vas nous aider, toi, auprès des jeunes, là, pour les convaincre. Bien sûr. Alors, nous avons le collectif Non-SNU. On va reparler avec Christian Mailleux. Mais il y a un autre collectif qui s'est créé, qui s'appelle le collectif pour une alternative au SNU. Alors, la Libre Pensée fait partie de ce collectif pour une alternative au SNU, tout en faisant partie aussi du collectif Non au SNU. Et là, nous avons un compte-rendu qui a été fait justement par Echen, qui nous dit des choses assez intéressantes puisqu'il a assisté à certaines réunions. Je ne sais pas si Dominique Gousseau, tu y étais aussi. Alors, je n'ai pas participé à la dernière réunion. Ce que j'ai compris, et c'est un peu d'ailleurs le rôle qu'on espère jouer, c'est-à-dire de faire travailler les deux collectifs ensemble. Et il y a un point d'accord, c'est l'hostilité à l'obligation. Et je pense que ça, c'est un moyen d'unir les forces qui sont dans les deux collectifs. Et donc, nous, on fait un travail de rapprochement, étant entendu que le premier mouvement pour nous, ça a été de rejoindre le collectif anti-SNU, contre lequel s'est constitué l'autre au départ. Il faut bien être conscient de ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer
un bon SNU, un SNU plus compatible avec l'éducation populaire, puisqu'il y a beaucoup d'associations d'éducation populaire dans l'autre collectif, y compris d'ailleurs des associations avec lesquelles on a, en tant que libre pensée, des liens c'est distant. Pour le moins distant, je pense au mouvement rural de la jeunesse catholique. Bon, c'est pas trop nos partenaires. Voilà. Mais s'il y a une possibilité de réunir sur le point de la lutte contre l'obligation de toutes ces organisations qui sont dans les deux collectifs, à mon avis, c'est tout à fait important. Alors, il y avait justement une réunion à Pantin, le 18 janvier 2023, de ce fameux mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Et je suis allé assister à leur... il y avait une visioconférence, si on peut dire. En tant que jeune ou en tant que chrétien, tu y as été les deux. Alors, ni jeune ni chrétien, malheureusement. Mais ce sont quand même des gens qui sont engagés. Et il y a une évolution. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, la Ligue des droits de l'homme, qui était un peu réticente, commence à voir ce qui se passe réellement. Et puis alors, surtout, l'évolution de la Ligue de l'enseignement. Alors là, il y a eu l'intervention de monsieur, dont j'ai oublié le nom, de la Ligue de l'enseignement, qui nous a dit, la première année, on a hésité, etc. Alors, effectivement, ils hésitent aussi pour des questions budgétaires. Il est évident que ces associations ont des difficultés, que ils risquent d'avoir un peu moins de subventions, ou alors s'ils ne font pas exactement ce qu'on leur demande. Donc, ils ont hésité. Mais quand ils ont vu ce que devenait le SNU, ils commencent à bouger. Et là, il y avait une intervention, justement, d'un député qui s'appelle Boris Vallaud, député socialiste. Alors, il se trouve que j'ai pu l'interpeller, puisque je connaissais bien son père, Pierre Vallaud, historien, parce que Boris Vallaud est né à Beyrouth et je me trouvais à l'époque de sa naissance. Mais je l'ai donc demandé quelle était sa position exacte sur... c'est flou. Donc les socialistes, pour l'instant, je pense qu'ils réfléchissent encore un petit peu. Bon, j'espère qu'ils nous rejoindront un jour, parce que nous avons quand même d'autres députés qui ont pris position carrément. Bon, alors Rodrigo Arenas, dont nous avons déjà parlé. Je pense que Louis Boyard, qui était aussi parmi les jeunes les plus engagés contre le SNU. Il y a aussi, on a reçu des réponses de Benjamin Lucas, de Sandra Regol. Et puis, il se trouve aussi que bientôt, là, je crois que c'est le 27 janvier, il va y avoir une réunion de Rodrigo Arenas dans la 10e circonscription de Paris. Et là, je pense que peut-être, il nous dira quelque chose là-dessus. Enfin, je ne sais pas, Julien nous en parlera davantage. C'est possible. C'est possible. Alors, malgré tout, le SNU, la presse commence à en parler. Alors, je ne dis pas notre presse à nous, qui malheureusement n'est pas assez puissante, mais il y a eu un petit article dans le Canard enchaîné, pas du tout contre l'armée, dans le Canard enchaîné, malheureusement. Il y a eu aussi une intervention à France Inter de Guillaume Roquette, rédacteur du Figaro, qui lui, bien sûr, n'agit pas sur le côté militaire, mais sur le côté des dépenses inutiles. Il y a eu quelque chose à Mediapart. Il y a eu aussi un article sur Marianne, qui dit « Écolo antimilitariste religieux, les 4 familles d'opposants au service national universel ». Alors là, on est tout à fait dedans. Et puis, il y a eu aussi un article de Libération, l'exécutif veut sonner la mobilisation générale. Et puis, une longue émission sur Sud Radio, animée par M. Bourdin, avec, bien sûr, un représentant de la FAGE qui se trouvait face à des contradicteurs et qui a eu du mal à pouvoir faire avancer son point de vue. Alors, le collectif Non-SNU, bien sûr, là je m'adresse à Christian Mailleux, le collectif Non-SNU demande, lui, plus que l'alternative, disons, au service national universel, mais quelque chose de plus précis. Oui, le collectif, il s'est monté, comme tu l'as dit, y compris comme son nom l'indique, c'est collectif non au service national universel. Donc, les organisations qui se sont rassemblées dans ce collectif n'ont pas pour but de travailler ensemble à trouver un autre service national universel. Voilà. En même temps, on sait qu'il y a effectivement
un deuxième collectif. Moi, à titre personnel, mais y compris l'Union syndicale solidaire et d'autres organisations qui sont membres du collectif non au SNU. On l'a déjà dit, on est évidemment tout à fait d'accord pour travailler les deux collectifs et l'ensemble des organisations sur la question qui est quand même une question essentielle du refus d'un service national universel obligatoire, ce qui ne nous empêche pas, nous, en tant que collectif non SNU, de continuer à travailler sur le refus du SNU, j'allais dire le refus du principe même du SNU, avec tout ce qu'on peut dire les uns et les autres comme organisation membres du SNU, y compris... On n'a pas forcément tous, même dans le collectif non SNU, en tout cas pas les mêmes entrées, j'allais dire, pour refuser ce service national universel. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que c'est évidemment important qu'on arrive à avancer ensemble avec ceux avec les organisations qui sont dans l'autre collectif, même si on partage pas nous. Le souhait de trouver une alternative au SNU tel que le gouvernement veut le faire. On parlait au tout début de l'émission là, du contexte social et de la question des retraites. Franchement, on est un peu dans la même situation. Toutes les organisations syndicales aujourd'hui sont contre le projet du gouvernement sur les retraites. On sait que toutes les organisations syndicales n'ont pas les mêmes revendications sur la question des retraites. Bon, mais c'est pas un problème aujourd'hui. Voilà, il y a une mobilisation générale et c'est la même situation. Et on voit en avançant comment ça se passe. Et je pense que sur la question du SNU, c'est effectivement ça qu'il faut mettre en avant. C'est l'urgence, c'est refuser effectivement cette obligation généralisation, parce que bon, ça a été dit au début, mais le terme est un peu ambigu. Généralisation, il parle pas effectivement d'obligation, mais de généralisation. Et deuxième truc qui me fait penser, c'est peut-être mon obsession syndicale là-dessus, mais qui me fait penser au mouvement des retraites, c'est ce que tu disais sur tu citais le journaliste du Figaro. Et c'est drôle parce que ça fait un peu penser, bon, je vais pas m'étendre sur l'histoire des retraites parce que il y a d'autres émissions pour le faire, mais bon, sur les retraites on voit bien que du côté gouvernemental, pour aller vite, majorité, majorité, je sais même pas si on peut utiliser ce mot-là justement d'ailleurs, mais bref, celles et ceux qui sont censés supporter supporter au sens premier du terme le projet gouvernemental, on sent bien qu'il y a des trucs là, il y en a de plus en plus qui disent oui mais quand même s'il est comme ça, moi je vais pas le voter, etc., etc. Bon, le truc, ce que tu cites là du journaliste du Figaro, ça fait penser aussi à ça. C'est il y a quand même dans celles et ceux qui sont pour le principe du service national universel, je ne sais pas quel était le journaliste du Figaro, mais on peut penser qu'il est plutôt pour le principe. Il y a quand même des gens qui commencent à trouver que, là en l'occurrence par exemple, oui mais peut-être que ça serait plus utile ce qui est juste par ailleurs, de dépenser l'argent autrement. Je ne sais pas où il veut le mettre. Il appelle ça un gadget. Oui. Il appelle ça un gadget. Peut-être qu'il veut juste le dépenser d'ailleurs de manière que nous on contestera aussi par ailleurs. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quand même un terreau effectivement pour contester ce service national universel, et que pour finir sur le collectif non SNU, c'est non effectivement au principe du service national universel, mais pour arriver à ce qu'on veut, évidemment qu'on est prêt à travailler avec toutes les organisations et tous les collectifs unitaires qui se posent cette question de refus, en tout cas de l'obligation du service national universel. C'est indispensable. Alors Christian Mailleux, je rappelle qu'il y en a à peu près une quarantaine chez nous, et que chez eux, il y en a une vingtaine. Alors donc, bon. Et alors, justement, ils appellent ça jeunesse citoyenne émancipation, donc l'alternative au service national universel. Mais il est bien dit, alors il y a un 4 pages pour expliquer leur point de vue, mais il est bien dit pourquoi nous ne voulons pas du SNU en vigueur. Alors bon, l'essentiel, c'est pour ça que ça nous rapproche, parce qu'en définitive, nous, c'est ce qu'on veut. Et puis après, on verra comment ça se passe après. Et alors, il y a quand même, effectivement, parmi les opposants, le groupe Saint-Nazaire qui travaille beaucoup. Je vois, Christian Mailleux, que tu as apporté leur livret d'une 40aine de pages qui a été édité. Alors, ce sont des syndicalistes. Moi, je ne l'ai pas eu, je l'ai vu que sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livret de 40 pages ? Écoute, ça reprend, comme l'ont fait, tout à l'heure était cité
brochure La Libre Pensée, qui était vraiment, je pense, un des premiers documents allant au-delà du simple slogan, quoi. Mais voilà, là, c'est un livret donc du collectif local, en fait, non SNU de Saint-Nazaire, bon, qui reprend un certain nombre d'arguments en détaillant un peu plus toutes les raisons, effectivement, de s'opposer au service national universel, qui donne la parole y compris certains jeunes qui n'ont pas d'ailleurs participé et qui en reviennent pas forcément avec une belle opinion, quoi. Donc voilà, ça fait partie effectivement du matériel qui peut exister, que le collectif, l'intérêt c'est aussi de changer ce type de matériel entre organisation membre du collectif, et dire que ce qu'on essaye de faire, comme dans tout collectif national, c'est qu'il y ait des comités locaux non SNU qui se montent. Il y en a un certain nombre dans plusieurs villes. Il y a des initiatives qui sont prises pour distribution de tracts, collage d'affiches, autocollants, des réunions publiques aussi. Je sais que moi je vais mi-mars à une réunion à Saintes, organisée par un certain nombre d'organisations membres du collectif non SNU, dont la Libre Pensée, Sud Éducation, etc., etc. Bon, il y a des choses qui se font. Juste, comme j'ai à nouveau la parole, je redis un truc par rapport à l'autre collectif. Et vous l'aviez abordé sur l'histoire des subventions. Il y a un autre truc qu'il faut que je dise en tant que syndical, organisation syndicale, parce que ce sont des associations qui ont des salariés. Nous, on a un certain nombre de salariés de ces associations qui sont syndiqués, en l'occurrence dans un syndicat qui s'appelle Asso Solidaire, et il y a aussi ce problème-là, c'est qui va là pour le coup au-delà de la question de l'obligation du SNU, c'est aussi tous les contrats atypiques. Alors il n'y a pas que celui-là, évidemment, malheureusement, mais pour les salariés de ces associations, c'est aussi un problème d'avoir leurs employeurs qui trouvent que ce type de contrat, ça peut quand même être bien parce que ça coûte moins cher, évidemment, qu'un salarié ou une salariée, quoi. Et ça, c'est évidemment pas acceptable pour les organisations syndicales. D'où aussi, je pense, quelques difficultés qu'il peut y avoir pour un certain nombre d'organisations du second collectif à rejoindre le collectif non SNU, parce qu'effectivement, voilà. Mais encore une fois, moi, je pense que justement, la question, c'est ces discussions-là, il faut les avoir. Il y a des débats, mais comme sur plein d'autres sujets, et on n'est pas d'accord sur tout, y compris dans le collectif non SNU, évidemment. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que les deux collectifs, de mon point de vue, travaillent sur l'essentiel, qui est, encore une fois, le refus de l'obligation et de la généralisation du service national universel. Alors, effectivement, Christian Mailleux, tu as raison. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font actuellement, et je trouve plus qu'auparavant. Par exemple, là, je vois que le NPA s'est mobilisé, les Insoumis qui ont manifesté à Dijon, le Mouvement de la Paix qui a manifesté à Concarneau quand Madame Sarah El Haïry est allée à Concarneau. Et puis, il est bien évident que il y a quand même des gens maintenant qui nous appuient. Alors, je rappelle encore Rodrigo Arenas. Vous allez me dire, je fais la pub de Rodrigo Arenas, mais enfin bon, on a eu une réunion, nous, à l'Union pacifiste, parce qu'il faut savoir que Rodrigo Arenas, lorsqu'il était président de la Fédération des parents d'élèves, avait déjà écrit un article qui avait pour titre « SNU, garde à vous fixe ». Et il annonçait justement dans le collectif, je compte, alors quand on l'a contacté, il nous a dit tout de suite, je compte porter le débat sur le SNU dans les semaines à venir, etc. etc. Alors, justement, puisque Julien Deloën travaille avec Rodrigo Arenas, est-ce qu'il y a une possibilité justement à l'Assemblée, puisque Rodrigo Arenas fait partie de ce qu'on appelle l'éducation nationale et la culture. La commission éducation. La commission, voilà. La commission éducation de l'Assemblée. Bon. Avec la configuration actuelle de l'Assemblée, j'ai envie de dire que tout est ouvert. Puisqu'il n'y a pas de majorité, mais que celle-ci se construit au fur et à mesure des textes, moi, je pense qu'il faut initier un travail législatif en lien avec les collectifs, avec les deux collectifs, pour voir quel véhicule législatif on peut utiliser pour justement lutter contre la coercition et la généralisation du SNU. Après, étant donné la configuration actuelle de l'Assemblée, c'est-à-dire avec près de 90 députés d'extrême droite
60 de droite radicale et 150 de droite libérale qui soutient absolument le projet parce qu'il est estampillé Macron, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais je pense que ce qu'il a manqué jusqu'à présent dans la lutte contre le SNU, c'était justement une implication forte des partis politiques. Mis à part le NPA ou des partis de la gauche radicale, on va dire. Et qui ne sont pas représentés. Qui ne sont pas représentés à l'Assemblée. Et on le voit même avec la gêne de M. Vallaud, qui est président du groupe socialiste maintenant, qui dit, on est finalement pour un autre SNU. Eh bien moi, je pense aussi que la France Insoumise, les députés France Insoumise qui sont près de 75, eh bien justement doivent parler d'une seule voix. Et ce qui n'est pas forcément évident parce que, en l'occurrence, dans le programme présidentiel, il y a cette mention service civil, on ne sait pas très bien d'ailleurs comment est-ce qu'il est obligatoire ou non. Eh bien, je pense que là, c'est l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu et qu'une ligne claire soit dessinée parce qu'on comprend bien qu'il faut... on part d'un constat qui est de dire la jeunesse n'est pas engagée, les jeunes ne sont pas engagés, mais c'est pas vrai. Pour justifier le SNU, ils n'ont jamais été peut-être aussi engagés sur tout un tas de plans, mais juste évidemment, ça ne prend pas la forme traditionnelle d'une appartenance syndicale, associative très marquée. On voit tendanciellement un engagement plus diffus, sous d'autres formes que celle jusqu'à présent. Donc moi, je pense que voilà, c'est l'un des gros, l'un des caractères les plus importants là, des semaines et des mois à venir, ça va être justement la détermination d'hommes politiques et de femmes politiques à justement prendre ce dossier à bras-le-corps et à refuser des injonctions très fortes qui viennent du champ médiatique, qui viennent du champ politique en général, qui viennent même du café du commerce. Généralement que de dire, voilà, la jeunesse, elle a bien besoin d'être cadrée. Parce que tout part à volo bon, ce discours-là, facile, il a tendance à être repris par les politiques pour se faire réélire. Ben non, il faut qu'on assume une position de rupture et, selon moi, de rejet pur et simple du SNU. Alors, Julien Deloën, donc nous faisons confiance aux députés pour arriver à faire avancer des idées. Nous avions, nous aussi, un député qui travaillait avec l'Union pacifiste depuis très longtemps, qui est plus là, mais qui avait, par exemple, mis des propositions pour le désarmement. Bon, ça n'a jamais abouti, bien sûr. On ne peut pas imaginer qu'un jour le désarmement puisse aboutir en France, surtout dans la période actuelle. Mais c'était quand même marqué. Et symbole. C'était un symbole. Et je crois que nous allons bien sûr suivre, parce que ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on suit les débats de l'Assemblée nationale beaucoup plus qu'avant. Il y a des échanges qui sont intéressants. Et du coup, j'invite donc tous les auditeurs de Civis Pacem de pouvoir un jour suivre ces débats. Bon, alors maintenant, il faut quand même que je passe à la publication de Christian Meilleux, Les Utopiques. C'est pas la mienne, c'est collectif. J'ai vu, Christian, mais tu es très modeste. Bon, Les Utopiques, numéro 21, hiver 2022, cahier de réflexion. Donc c'est pour ça que vous êtes plusieurs. Et qui a pour titre « Guerre, paix, impérialisme, désarmement des questions syndicales ». Alors, ce que j'ai appris en lisant un de tes petits interviews là, que tu avais donné, tu dis « On avait prévu de faire un numéro sur les impérialismes, mais la guerre en Ukraine est venue percuter notre projet. » Et nous avons, plutôt que de faire un numéro exceptionnel sur l'impérialisme, nous avons tenu compte, bien sûr, de ce qui se passe, la guerre en Ukraine. Alors, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Non, mais c'est juste que dans la série des dossiers qu'on traite à chaque fois, puisque chaque numéro, maintenant, depuis... en dehors des tout premiers numéros des Utopiques, depuis maintenant 4-5 ans, chaque numéro, il y a un thème, quoi, en gros, voilà. Donc on avait traité questions syndicalisme et féminisme, syndicalisme antiracisme, etc., écologie, enfin voilà. Et on avait prévu quelque chose autour de syndicalisme et impérialisme. Et avec la guerre en Ukraine, on s'est dit on peut pas le faire sur le thème impérialisme d'une manière un peu en l'air, entre guillemets, ou juste historique.
et ne pas traiter de la question de la guerre en Ukraine qui évidemment impacte totalement le sujet. Donc du coup, il y a plusieurs articles sur cette question de la guerre en Ukraine à partir en fait de la pratique syndicale qu'on a sur ce sujet-là. Et puis il y a d'autres parties sur d'autres thèmes de l'anti-impérialisme, quoi. En sachant que sur la question de la guerre en Ukraine, on est parti d'un convoi du réseau syndical. En fait, sur cette question de la guerre en Ukraine, on est parti de quelque chose de simple. On s'est dit, on est syndicaliste. Donc en fait, la première chose à faire, c'est là où les pays dont on cause, c'est en gros, Russie, Ukraine et Biélorussie, parce que souvent on oublie Biélorussie mais ils sont directement concernés, à leur corps défendant d'ailleurs, pour ce qui est de la population évidemment. On s'est dit, on contacte les syndicalistes sur place, avec lesquels on peut avoir des contacts déjà, ou qu'on a récupéré des contacts à ce moment-là, etc. Et voir en fait ce que eux, elles disent de leurs demandes, de leurs besoins, etc., etc. Alors bon, je vais vite parce qu'on va pas discuter de ça là, mais sur la Biélorussie, ça a été vite parce que malheureusement, très rapidement, de toute façon, ils ont été jetés en prison, pour le dire crûment, les syndicalistes indépendants biélorusses. Donc en vrai, on n'a pas de contact et notre truc se limite à des actions de solidarité pour faire connaître leur situation. Sur la Russie, la situation est pas très bonne parce que la plus grosse des organisations syndicales en fait est totalement alignée sur le fait que c'est sur le soutien au régime de Poutine et sur la nécessité de faire la guerre en Ukraine. Donc c'est compliqué, même s'il y a une partie de syndicalistes qui effectivement essayent de tenir un discours différent. Et sur l'Ukraine, on a contacté des camarades qui sont des syndicalistes qui correspondent en gros au syndicalisme qu'on essaye de faire nous et d'autres, et on a tenu compte de leurs besoins. Et pour aller très vite, eux, leur truc, c'est une bataille sur deux plans qu'ils essayent de mener. C'est la question de la résistance syndicale et de la résistance populaire ukrainienne contre l'invasion militaire russe, et aussi ils continuent, parce qu'ils l'ont aussi, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour eux, ils continuent à mener la bagarre contre le gouvernement libéral, contre le patronat, qui évidemment profite aussi de la situation de guerre pour mettre un certain nombre revenir sur des droits des travailleurs et des travailleuses. Et c'est ça qu'on essaye modestement de soutenir, y compris notamment avec des convois sur place, des convois d'aide matériel, financier, etc., mais aussi parce que ces convois, ça permet que des camarades sur place aillent causer avec ces syndicalistes et ces travailleurs et ces travailleuses, quoi, voilà. Alors oui, Christian Mailleux, d'ailleurs, dans ce numéro des Utopiques, il y a le récit précis de ces convois, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont rencontré, ça serait très intéressant. Et puis un chapitre, Guerre en Ukraine, de l'importance de considérer aussi la société russe, qui a été écrit par Karine Clément. C'est ça. Donc, pourquoi avoir justement mis le doigt aussi sur la société russe? Non, parce que, on pense que, une des clés, c'est évidemment ce qui se passe en Ukraine, et notamment la question de la résistance syndicale populaire, etc. Et je dis bien ça, pour ce qui nous concerne, la résistance syndicale populaire, ça ne veut pas dire un soutien au régime de Zelensky. Ça peut être de questions différentes, mais par ailleurs, une des clés, c'est évidemment ce qui se passe en Russie, à savoir est-ce que effectivement il peut y avoir à un moment donné l'émergence d'une révolte populaire, pour le dire comme ça, quand on connaît évidemment la situation de répression énorme dans le pays. C'est évidemment d'où cet article qui met un peu le phare sur cette question, d'où ce que tu citais au début d'émission aussi. Donc on est quelques-uns à avoir participé dès le mois d'avril en fait au lancement d'un appel, sous forme de pétition, mais d'un appel
de soutien aux déserteurs de l'armée russe, puisque ça a commencé à se poser dès le mois d'avril, cette question-là. Alors évidemment, c'est un appel symbolique, etc., mais ça nous a paru important de faire émerger aussi cette voie-là et d'appeler. Et d'ailleurs, il y a un vrai problème quand même là-dessus, c'est que, y compris encore récemment, il y a eu des messages très clairs du gouvernement français qui disaient le fait d'être déserteur de l'armée russe, ça suffit pas à justifier l'asile politique, enfin l'asile en France, quoi. Donc là, il y a quand même un vrai problème, parce que si on considère que ça suffit pas, je vois pas ce qui peut suffire, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important. Mais les déserteurs, on n'aime pas trop les accueillir en France. D'ailleurs, notre ami Pedro Fidalgo a connu aussi les déserteurs portugais qui cachaient le fait qu'ils étaient déserteurs lorsqu'ils arrivaient en France. Sinon, ils n'auraient peut-être jamais eu justement l'accueil qui a pu être fait. Alors, il y a aussi un article qui s'appelle « Impérialisme, comment se situer et agir dans un monde multipolaire ». Tu as tout ça en mémoire, Christian Mailleux. Non, mais je ne vais pas faire un résumé de tous les articles, d'autant que je suis loin de les avoir écrits tous moi, heureusement. Non, là, c'est pas toi. Là. Mais oui, non, parce que l'idée, c'est aussi, ça se veut qu'il y ait de réflexion. Alors, c'est peut-être pompeux comme titre, mais c'est quand même ça l'idée, c'est d'essayer de prendre un peu de recul, notamment pour nos camarades des équipes syndicales, mais évidemment la revue est disponible par ailleurs, c'est pas une revue interne à l'Union syndicale solidaire, mais l'idée c'est de prendre... D'ailleurs, je conseille à nos auditrices et auditeurs de lire cette revue que j'ai découvert justement à Solidaire et qui est très très bien faite, non seulement parce qu'il y a des articles qui sont très intéressants par des spécialistes de la question, mais en même temps très bien illustrés. Avec une recherche iconographique assez étonnante sur les affiches, sur des coupures, des photos, tout ça, c'est très très bien mis en page. Félicitations pour le... Alors, justement, dans cet article qui s'intitule, attends, je reprends, « Impérialisme, comment se situer et agir dans un monde multipolaire », il y a une phrase à la fin qui nous a intéressés. Mais si nous voulons sortir de cette guerre par un retrait des troupes russes, cela va sans dire, autrement que par un continent ultra-militarisé, soumis aux diktats néolibéraux, une nouvelle domination américaine sur l'Europe occidentale. Il faut que les forces progressistes, les travailleurs et travailleuses, leur organisation, rediscutent dans tout cet espace rouvert par la guerre, de ce que nous voulons en faire ensemble. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on travaille plus pour alimenter la guerre actuellement que pour essayer de trouver des solutions de paix. Alors, il y a d'autres, bien sûr, il y a beaucoup... Bon, alors on va pas tous les citer, parce que, on a 1h30 simplement d'émission, Christian. Ce document est vraiment très important, parce que on parle non seulement, justement, de ce qui se passe en Ukraine actuellement, mais on parle aussi de ce qui se passe avec l'OTAN au Kurdistan, on parle de Israël et la Palestine, notamment les agressions contre Gaza, le convoi syndical en Bosnie, alors ça c'est aussi très important, les problèmes de l'apartheid en Afrique du Sud, le problème des écoles de dictature en Amérique du Sud, oui c'est ça, où nos anciens généraux de l'armée française allaient donner des conseils pour la torture. Ceux qui doivent apprendre la morale aux jeunes aujourd'hui. Voilà, ce sont les mêmes. Alors la grève générale de 1957 en Algérie, les cheminots dans la résistance française, d'ailleurs tu as fait un très beau document, Christian Mailleux, là-dessus, justement les oppositions parmi les cheminots, la révolution prolétarienne dans l'Espagne de 1936, les viols comme arme de guerre, etc. etc. Bon, donc je pense que ce document est assez important. Qu'est-ce que ni OTAN ni pacte de Varsovie? Alors là, je vois que c'est écrit par un cheminot retraité, coopérateur des éditions, un dénommé Christian Mailleux. Alors celui-là, tu t'en souviens? Oui, mais en plus, ça m'a paru important de le mettre justement dans ce numéro-là. Bon, pour
pour dire de quoi ça cause, ça parle c'est la caravane du désarmement de marche antimilitariste en 1979. Voilà, de marche antimilitariste, de marche pour la démilitarisation qui ont eu lieu pendant un certain nombre d'années, grosso modo fin des années 70, début des années 80, quoi. Et j'ai participé à un certain nombre de ces marches. Là, en l'occurrence, c'était effectivement le mot d'ordre, c'était ni OTAN ni Pacte de Varsovie. Et je pense que c'est en plein dans l'actualité, parce que voilà, la question aujourd'hui, et je le redis, nous syndicalement, on a fait le choix parce qu'on s'est adressé aux camarades syndicalistes, donc on soutient leurs demandes et donc on soutient leurs actions en tant que résistance syndicale et populaire ukrainienne face à l'invasion de l'armée russe. Ça ne nous empêche pas, je veux dire, la question des dissolutions du pacte de l'OTAN, on fait partie effectivement d'un courant qui la posait déjà avant. C'est pas voilà, donc ça disparaît pas dans le paysage à cause, j'allais dire, de l'agression du régime de Poutine. Donc il faut évidemment réussir à traiter ces deux questions-là, et en même temps, ce qu'on pense, c'est que la question de l'OTAN ne doit pas empêcher de soutenir la résistance syndicale et populaire en Ukraine. Mais là, ce que je raconte, c'est effectivement fin des années 70, début des années 80, et c'était donc une marche qui s'est terminée, mais du temps où il y avait ce qu'on appelait, enfin ce que en tout cas certains appelaient le rideau de fer, qui s'est terminé effectivement à Varsovie pour une petite partie de la délégation, etc., avec toutes les difficultés à l'époque, mais en tout cas qui posait cette question-là déjà, quoi. Bon, on n'était pas les premiers à le poser, hein, mais même avant nous, ça avait déjà été fait, quoi. Alors justement, là il y a tout le récit. Alors on rappelle bien sûr que le pacte de Varsovie n'existe plus, mais que l'OTAN existe plus que jamais. Et alors là je disais que c'était très bien illustré parce qu'il y a même le livret du marcheur avec un schéma donc du 1er au 10 août 1979. Voilà le livret du marcheur. Et puis on tourne les pages et là on trouve une belle affiche de Cabu. Publié dans l'Union pacifiste. Alors je vois que Christian Mailleux est un lecteur de l'Union pacifiste, ce qui nous fait très plaisir. Bon, ceci dit, donc ce numéro, donc les utopiques cahiers de réflexion du numéro 21, hiver 22, on peut s'abonner, hein, je crois. On peut, oui, c'est 20 € pour les 3 numéros, et on peut, voilà, sur le il y a un site, les Utopiques, lesutopiques.org, et sinon sur le site des éditions Sileps. Et juste, je précise que dans le prochain, ça sera pas dans le thème du dossier du prochain, mais il y a un article de camarades qui bossent dans les arsenaux, donc les arsenaux militaires, et sur la question de comment on discute de la question de la reconversion éventuellement, etc., quand on est travailleur et syndicaliste dans ce type d'usine. Et ça nous paraît aussi important, quoi, de pas avoir simplement ces discussions, j'allais dire, en l'air, mais de les avoir là où ça se passe, quoi. Et où les gens travaillent. Alors. Oui. Bon, on approche de la fin de l'émission, donc nous étions avec... on est toujours, pour l'instant, on n'a pas encore fini de l'émission, avec Julien Delohen, Dominique Gousseau, Christian Mailleux, mais je voudrais, pour terminer, quand même, signaler un livre dont je viens de terminer la lecture, de Edgar Morin, qui s'appelle « De guerre en guerre », de 1940 à l'Ukraine. Alors, bien sûr que Edgar Morin... vous savez qu'il est né en 2021, donc il a déjà dépassé les 100 ans. En 1921. 1921, pardon, oui, parce qu'alors là, en 1921, donc il a dépassé les 100 ans. Et il fait une analyse très intéressante, justement, lui qui a connu les bombardements, ou qui a vu les bombardements, ou qui a été au courant des bombardements de l'aviation alliée sur les villes allemandes, y compris aussi au Japon, et qui s'inquiète beaucoup de ce qui peut se passer dans cette guerre en Ukraine qui ne cesse de monter en puissance. Et alors, il y a un dernier chapitre qui s'appelle « Pour la paix », et il dit « Il est étonnant que dans la conjoncture si dangereuse dont le danger s'accroît sans cesse, si peu de voix s'élèvent dans les nations les plus exposées, en premier lieu européennes, en faveur de la paix. Il est surprenant de voir si peu de conscience et si peu de volonté en Europe, notamment à imaginer et à promouvoir une politique de paix. » Alors là, j'interroge un petit peu Dominique Gousseau. D'accord avec ce que dit
Edgar Morin, on ne parle pas assez de la paix. Alors d'abord, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Christian tout à l'heure, c'est-à-dire que l'OTAN doit quand même, enfin sa responsabilité dans le conflit doit être pointée, dans la mesure où il a étendu son espace quand même assez loin en Europe. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, au fond, au lieu d'agir en faveur de la paix, c'est le réarmement de l'Allemagne qui est en train de se produire. Bon. Et beaucoup de pays, la France est un peu sur la réserve d'ailleurs. On est en train de livrer des chars lourds à l'Ukraine. Probablement que ça va être un élément d'escalade encore du conflit, me semble-t-il. Donc on est plutôt dans une phase de confrontation plus forte, à mon avis, à venir. Alors, Dominique Gousseau, nous sommes à peu près peut-être du même âge, donc on s'inquiète justement de ce recours, encore avec l'armement, les usines d'armement et tout ça. Mais et qu'est-ce qu'en pense Julien Delohen, qui lui est tout jeune, et qui bien sûr va affronter toutes ces situations graves? Est-ce que justement les jeunes se rendent compte des dangers que représente ce type de conflit? Moi, je crois que je suis le seul dans cette salle, sans vous porter injure, à être né après la chute du mur de Berlin. Donc, c'est-à-dire que ce monde bipolaire qu'on opposait souvent entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, en fait, on l'a pas tant connu. Donc, on a l'impression d'une ressucée du XXe siècle là dans le cadre de ce conflit. Et je pense que ce que dit Edgar Morin était très clair. On ne parle pas de la paix. Or, même les plus guerriers font la guerre pour gagner la paix, pour gagner politiquement. Ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, évidemment, tout en servant des intérêts industriels. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Mais je pense que la France, les pays européens, auraient bien plus à faire d'établir le plus rapidement possible un cessez-le-feu que d'envoyer des armes, que ce soit d'un côté ou d'un autre, tout en soutenant la résistance d'un peuple qui a vu ses frontières bafouées, le droit international être bafoué par la Fédération de Russie, ce qui est quelque chose de très clair. Mais je pense que il faudrait mieux arrêter le conflit de toutes les manières possibles, mais en livrant des armes de plus en plus lourdes, on ne fait que retarder l'échéance. Et pendant ce temps-là, c'est des civils, des vies humaines qui sont sacrifiées par centaines tous les jours. Et ce, des deux côtés. Il est aussi important de noter l'appui à la résistance russe, qui est un pays que je connais bien parce que j'en ai appris sa langue depuis plusieurs années maintenant, et connaissant un petit peu l'Europe orientale en raison familiale, c'est aussi très dur de voir dans le débat public des experts de tout et n'importe quoi parler de choses, et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Donc, étant ici à l'antenne, j'en profite pour faire passer un message personnel, mais des éditorialistes qui ne connaissent rien à cette région, qui tout d'un coup se sont révélés des experts de quelque chose qu'ils ne saisissent pas, et c'est ce qui explique aussi cette tension occidentale et cette attitude occidentale va-t-en-guerre, en fait, de régler des différends qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Alors, Julien Delohen, il va falloir bien sûr que tu nous reparles de la Russie, étant donné que tu parles russe. Moi, j'ai fait une tentative lorsque j'étais étudiant d'apprendre le russe. Je me suis retrouvé en URSS, aussi à Moscou et à ce qu'on appelait à l'époque Leningrad. C'était une connaissance, et quand on connaît la richesse, disons, de la Russie culturelle, parce qu'en plus, dans cette ambiance, on a même tendance à interdire les musiciens, les écrivains, quelque chose d'absolument aberrant, quoi. Et là, on sent bien qu'on nous fabrique des ennemis pour nous préparer à la guerre. Bon, dernière chose, il va falloir bien sûr qu'on se mobilise, qu'on bouge. Les jeunes bougent, ils commencent alors c'est pour les retraites, mais bientôt. Mais j'ai appris qu'il y avait une répression qui était très très forte, parce qu'il y a une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes de l'école des hautes études en sciences sociales qui ont été placés en garde à vue le 23 janvier.
Alors il se trouve que le Condorcet, là-bas, on connaît, hein, Christian, c'est quelque chose d'absolument affreux qui a été construit là-bas, très loin de Paris. C'était comme à l'époque de Nanterre, en 68, là on les a construits là-bas, ou Saint-Denis. Et les étudiants ont essayé de se regrouper, ne serait-ce que pour organiser leur manifestation, une assemblée générale. Et la police a débarqué, bien sûr, et les a embarqués. Enfin, certains, peut-être pas tous, j'espère. Bon, donc on continue. Et là, il me reste maintenant qu'on arrive à la fin de cette émission à remercier toutes les personnes qui sont venues participer à notre émission Civis Pacem. Alors, Julien Deloën, que vous avez entendu, et qui de toute façon reviendra parce que nous aurons d'autres... ce sujet va évoluer. Christian Mailleux, qui lui fait partie presque de Radio Libertaire maintenant avec les syndicats, mais qui reviendra souvent. Et puis Dominique Gousseau qui vient pour la première fois à Radio Libertaire. Alors est-ce que vous êtes prêt, Dominique Gousseau, à revenir Sans problème. Bon, sans problème. Alors on vous remercie. Et puis on remercie aussi Pedro Fidalgo qui nous a suivis et qui va nous envoyer une petite chanson on n'a pas beaucoup écouté, malheureusement, j'en avais marqué plusieurs de Rosset, mais mettons-en un autre. C'est une chanson donc du rappeur Rosset. Problème de mémoire. Des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire. Je suis aigri par l'histoire, apprendre me fait mal à la tête, j'y arrive pas, ça m'embête, je suis aigri par l'histoire. Chaque pays a ses victoires, même s'il a eu ses défaites. Mais pour cacher les défaites, on nous raconte des histoires. Je n'ai pas de terroir, j'ai des tiroirs dans la tête, accrochés comme une casquette avec des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de mémoire, du coup je me répète. 1, 2, 1, 2, microphone check, 1, 2, 1, 2, je pars. J'ai des problèmes de mémoire, l'école a fait des siennes pour que j'apprenne et j'apprenne, mais il ne reste qu'un trou noir. Pourtant j'ai espoir qu'un jour toutes les choses me reviennent et que je puisse être en bon terme avec ma saleté d'histoire. Mais j'ai des problèmes de mémoire, des questions qui font des graines, des questions qui me reviennent laissées longtemps au placard. Même les défaites ont leur gloire, la gloire est une défaite. Ça dépend de l'interprète, du pays, du regard, du pouvoir. L'histoire appartient à la plus grosse gâchette. Et pour celui qui objecte, la sienne est comme un beau bar. Car dans ce monde qui brade qu'une seule facette, même l'histoire se veut exclusive, fluette et avare. L'histoire nous raconte pas l'histoire, elle nous raconte la moitié des faits. L'autre moitié s'est faite couper la langue, son silence est criard. Dans l'antre du savoir, il manque des pièces, des vérités, des versions, une comparaison, une mémoire. Il y a les tortures et les rapes, elles sont ni morales ni saines. Mais quand elles se mutent, se taisent, l'histoire a comme une balave. Je navigue sur cette balave, ICO, matelot pêche, matelot qui de sa pêche obtient des fossiles sans trace. La France a des problèmes de mémoire, elle connaît Malcolm X mais pas France Fanon, pas le FLN, connaît les blacks mais pas les noirs. Diffuse les stories, cow-boy et indienne, mais de la tragédie, cow-boy et algérienne, faut rien savoir. Il y a des choses indicibles, c'est pas de l'histoire ancienne. Les Kanaks, personne n'enseigne, massacre, Vendée, Bretagne. Il y a des choses qui datent sur l'esclavage et son règne. On débat pas mais on fête, et la fête cache les épaves. Tout le monde dit plus jamais ça, mais c'est de là comme malsaine. Les processus restent les mêmes à l'heure où tout le monde en parle. Tout le monde en parle comme d'un cas, une exception inhumaine. Ça rend les choses si lointaines et la mémoire devient fable. La République était là, à savoir si c'est la même. Elle change de numéro d'enseigne, d'adresse et de façade, mais elle n'ose pas gratter en elle refoule et elle s'enchaîne. Et tout ce qu'on nous enseigne, c'est que l'époque était malade. C'est que l'époque était malade, mais tu parles quand bien même. La maladie viendrait d'un système, tant qu'il pèse on sera malade. Devoir de mémoire, plus jamais ça. Et puis quoi, quand on garde intact les liens, que la gangrène escalade. Les humains sont comme des arbres, ils ont des racines aux semelles. Pour certains elles sont lointaines et ceux-là ils en ont marre. Que de leur lointaine histoire, plusieurs versions se démêlent. Pour atteindre les deux bouts, ils font tout seuls leur grand écart. Système assimilatoire qui crée des êtres à problème. Identité en gruyère, orphelins de leur mémoire. Vu qu'on passe à la passoire, les causes de tous nos mystères. Nos causes partent restent les problèmes et tout ça crée des signares. Intégration à l'entonnoir qui prône un modèle unique. Pour ceux qui ont cette saleté de chance d'être multiples, au revoir. Système assimilatoire, mise à nu des tuniques. Mise à nu à l'identique et mise du voile à l'histoire. Mais l'histoire n'est ni sacrée ni unique. Pour un pays qui se dit laïque, elle est sainte extrémiste, un dieu auquel faut croire. Le pays a du mal à regarder ses chapitres. Comme lui pluriel multiple nous laisse freiner les limites. Avec des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire. Problèmes de mémoire.